La corruption affaiblit la primauté du droit, nuit à la réputation de l'État et sape la confiance que devrait lui accorder la République. La corruption pèse plus fortement sur les pauvres. Elle alimente les tensions sociales et génère les conflits armés. L'enrichissement par la corruption n'est licite ou moralement admis nulle part au monde. Son ampleur et ses conséquences néfastes sur la croissance économique et le développement, en particulier des pays en voie de développement comme le Burundi, constituent une entrave à la réalisation des objectifs du millénaire et ont tôt fait de susciter une lutte acharnée et de longue haleine à l'échelle mondiale. Quel peut être le rôle de la société civile dans la lutte contre la corruption? Quelle est l'incidence de la corruption sur les catégories les plus vulnérables telles que les femmes? Que prévoit le gouvernement du Burundi et ses différents partenaires dans cette lutte planétaire? Ce sont quelques questions sur lesquelles ont échangé les différents partenaires impliqués dans la lutte contre la corruption au cours d'une table ronde organisée à l'occasion d'un séminaire de formation sur la surveillance et la dénonciation de la corruption du 15 au 17 juin 2011 à Bujumbura. De plus en plus, on se rend compte qu'à l'origine du crime organisé, à l'origine du conflit armé, à l'origine des inégalités sociales, à l'origine de l'exclusion économique, on trouve la corruption. Et j'insiste, c'est dans ce contexte dont pour le PNUD et ses partenaires, nous pensons que cela constitue un élément central de l'agenda du développement. Ça serait une erreur, je ne dirais pas seulement programmatique, mais une erreur politique de ne pas inclure dans notre action d'appui au développement la lutte contre la corruption. Dans chaque pays, le rôle de la société civile est crucial dans la promotion et la consolidation de la bonne gouvernance, dans la surveillance et la dénonciation des pratiques de corruption. Et qu'en est-il aujourd'hui au Burundi? Au Burundi, les organisations de la société civile œuvrant dans la lutte contre la corruption se sont montrées très actives ces dernières années et ont contribué à débusquer les responsables corrompus au sein de l'administration publique. C'est pourquoi tout le long du processus de l'évaluation de la présente stratégie, la société civile a été ciblée comme un partenaire privilégié. Le rôle de la société civile, c'est tout d'abord dans les plaidoyers. Ça veut dire que la société civile a une responsabilité majeure dans les plaidoyers. Et quand on parle de plaidoyer, c'est dans l'information. Il y a un deuxième rôle important, c'est dans la surveillance, le fait de surveiller. Et le troisième, de rapporter, d'informer. Ce qui m'a d'ailleurs frappé depuis que je suis en poste ici est que presque tout peut être dit dans ce pays. La liberté d'expression est donc grande, y compris dans le domaine de la corruption. Je prends comme exemple l'organisation Olucom qui a dénoncé systématiquement des cas, qui a composé de très solides dossiers, de nombreux dossiers, mais cela ne veut pas toujours dire qu'une suite appropriée y était réservée par les instances compétentes. Je dois témoigner haut et fort la collaboration qui existe entre nos organisations et l'inspection générale de l'État. Ils collaborent bien avec l'OLICOM. Le commissaire général de la brigade spéciale anticorruption. On collabore bien. Mais il y a un problème très sérieux à d'autres niveaux. Donc l'investigation au Burundi est possible, mais il faut que les efforts soient mis ensemble pour que cette élite soit réellement une élite coordonnée et pour cela, donc, cette élite sera efficace. La corruption accentue malheureusement la marginalisation des groupes économiquement vulnérables et surtout les femmes qui sont les plus pauvres parmi les pauvres. Étant donné leur effectif,
Donc au niveau de la population burundaise, c'est une catégorie de personnes qui malheureusement est discriminée. Ce que nous remarquons très souvent, c'est que les filles et les femmes sont les premières personnes à subir les conséquences de cette corruption. Est-ce qu'on ne pourrait pas aider ces femmes à sortir un peu plus de la pauvreté et à ce moment-là se battre contre la corruption? Merci, monsieur. Des exemples de corruption qui empêchent des femmes ou filles d'avoir l'accès à leurs droits. Les filles qui abandonnent l'école pour fuir le harcèlement, les veuves chassées et dépouillées dans le cadre de litiges fonciers, les épouses soumises à des violences sexuelles ou conjugales, les mamans obligées de se prostituer pour nourrir leurs enfants parce qu'elles ont perdu leur source de revenus pour n'avoir pas pu donner quelque chose. Si tu fais la promotion de ces jeunes filles qui se délibèrent, ou bien de ces femmes qui sont obligées de coucher avec les employeurs pour avoir un tel ou tel poste, ça s'observe même maintenant, ça se dit, bon, je n'ai pas encore fait d'enquête, au niveau des partis politiques. Donc c'est justement cette classe politique qu'on va avoir demain. Donc vous voyez que c'est vraiment, ça a un lien direct avec cette classe qu'on a, corruptible, sans valeur. Le rôle de la femme au niveau de la stratégie a été pratiquement considéré dans tous les volets de la gouvernance et de la femme. Que ce soit au niveau de la gouvernance politique, je pense qu'on a insisté sur le rôle de la femme que la femme doit avoir, notamment au niveau de la direction des collines. On a constaté que la représentation de la femme à ce niveau-là, elle est vraiment encore très faible et qu'il faudra travailler dans le cadre de la révision légale liée aux élections à ce niveau-là pour que la femme soit beaucoup plus présente justement dans la gestion des affaires quotidiennes plus à la base. Aujourd'hui, plus que jamais, la corruption est considérée comme un fléau planétaire. C'est pourquoi il existe différents dispositifs légaux au niveau international et régional. Le déclic a été donné par les Nations Unies, notamment à travers sa Convention contre la corruption. Cette convention est aujourd'hui le seul instrument juridique contraignant de portée universelle. L'Union africaine, lui, a emboîté le pas grâce à sa convention sur la prévention et la lutte contre la corruption. Et au niveau sous-régional, la communauté est-africaine est en train d'élaborer un projet de protocole sur la prévention et la lutte contre la corruption. Entre autres solutions proposées au niveau du Burundi se trouve la nouvelle stratégie de lutte contre la corruption initiée par le gouvernement qui propose notamment la mise en place d'un forum national anticorruption. Alors nous voudrions quand même créer un cadre qui puisse favoriser un dialogue interactif entre, si vous voulez, les acteurs étatiques, les acteurs de la société civile et voire même les partenaires. Et que ce forum-là, nous voudrions qu'il ait une périodicité, si vous voulez, annuelle. À la fin d'une année, les différents acteurs qui travaillent en matière de lutte contre la corruption puissent se rencontrer, échanger les informations, échanger, si vous voulez, les points de vue et éventuellement se donner ensemble un cahier de charge. Donc c'est une façon de vouloir créer, si vous voulez, un cadre de collaboration. Dans ce contexte de lutte contre la corruption, il est plus que nécessaire pour la communauté internationale de se serrer les coudes pour agir ensemble avec les acteurs nationaux. Certains proposent désormais de songer à des partenariats innovateurs et concertés. Tout d'abord, c'est un signal en direction de nous les bailleurs. Nous les bailleurs, au lieu de chacun faire son petit projet ici et là, nous devrions concerter, coordonner notre action. Il y a d'autres partenariats que nous devrions promouvoir. Et ici, je parle du partenariat entre bailleurs et la société civile du pays bénéficiaire. Et je crois que nous, les ambassades, nous devons créer des espaces de rencontre entre la société civile du Burundi et notamment les officiels de nos pays. Ce sont ce genre de formules que je voudrais préconiser. Et finalement, les contacts entre nos ONG du Nord
et les ONG du Sud. Je pense que là aussi, les partenaires, les ambassades doivent permettre aux membres de la société civile, par exemple, d'aller à Bruxelles, dans mon cas, d'y rencontrer une série de personnes intéressantes. Donc ça, c'est ce que j'appellerais des partenariats innovateurs. Mais ce qui est clair, c'est que l'impact de la corruption est connu, les caractéristiques de la corruption sont connues. Le gouvernement est en train de faire quelque chose pour lutter contre la corruption. La société civile et tout le monde est en train de se battre, mais la tâche est extrêmement difficile à cause de sa complexité. Tous les parties prenantes ont leur rôle à jouer, mais il faut que ça soit coordonné. La lutte contre la corruption exige donc une synergie et une mobilisation de tous. Des efforts supplémentaires sont à fournir et des changements de comportement sont à adopter afin que la corruption soit considérée par tous comme un mal à éradiquer au profit d'une gouvernance soucieuse de l'intérêt de tous.